Les matins de France Culture. Guillaume Erner. À l'école, on nous a appris que l'histoire de l'énergie se divisait en grandes périodes, l'âge de fer, l'Antiquité, l'âge du pétrole, une matière en remplaçant une autre au fil des siècles. Face au réchauffement climatique, il apparaîtrait alors évident de changer d'air et d'utiliser donc de nouvelles énergies. Et si cette histoire n'était pas exacte, et s'il fallait faire une autre histoire de l'énergie? Bonjour Jean-Baptiste Fressoz. Bonjour. Vous êtes historien des sciences et vous vous livrez à cette tâche extrêmement ambitieuse dans ce livre, Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie, que vous publiez aux éditions du Seuil. J'ai consulté les membres du gouvernement, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui du remaniement dans l'air, et nous avons une ministre de la transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Celle-ci a été nommée en mai 2022. Est-ce que pour vous, par exemple, le fait d'avoir un ministre, une ministre de la transition énergétique, c'est quelque chose qui fait sens ? Ce que ça montre l'influence d'une vision trompeuse des dynamiques énergétiques et matérielles, avec cette idée qu'on passerait, comme vous l'avez dit, d'une énergie à une autre. Et en fait, historiquement, c'est pas du tout ça qui se passe au cours des 19e et 20e siècles. Donc, ce que ça signifie, le terme de ce ministère, c'est qu'il y a eu la diffusion et l'acceptation d'une vision extrêmement bizarre, quand on y réfléchit, des dynamiques énergétiques, avec une vision phasiste. On aurait un 18e siècle fondé sur le bois et l'eau, un 19e siècle fondé sur le charbon, la machine à vapeur, un 20e siècle fondé sur le pétrole, et maintenant, face au changement climatique, il suffirait de faire une nouvelle transition énergétique. Et moi, ce qui m'a intéressé en tant qu'historien, c'est que cette idée de transition énergétique, ce futur de la transition énergétique, il s'ancre dans cette histoire, dans une histoire qui est radicalement fausse. Qu'est-ce qui veut dire ce mot de transition selon vous, si vous deviez faire justement une analyse critique de ce terme? Alors, transition énergétique, c'est l'idée de passer comme ça d'un système énergétique à un autre. Ce qui est assez frappant, c'est que dans l'histoire, ça vient assez tard. C'est-à-dire personne ne parle de transition énergétique jusque dans les années 70 presque. Donc je dirais que les experts de l'énergie ne parlent jamais de transition énergétique jusqu'en gros au choc pétrolier. La fonction de la transition énergétique de nos jours, ou depuis les années 80, à partir du moment où on se met à parler de changement climatique, c'est une fonction de procrastination, de désinhibition. En gros, il y a cette idée que on a un problème de changement climatique, on va faire une transition énergétique, comme si on savait faire une transition énergétique, comme si on savait comme ça décarboner l'économie mondiale en 30 ou 40 ans, alors qu'en fait on n'en sait rien, on ne sait même pas vraiment si c'est possible, c'est très compliqué à faire en tout cas, et ça va prendre sans doute très longtemps. Et donc voilà, cette idée de transition énergétique, elle rend comme anodin, naturel, un futur qui est extrêmement problématique et extrêmement bizarre. Mais alors, justement, ce terme, selon vous, Jean-Baptiste Fressoz, tel que vous le racontez donc dans ce livre, Sans transition, aux éditions du Seuil, c'est un terme qui a été trouvé à un moment particulier par des gens particuliers, si j'ose dire. Alors, au départ, le terme de transition énergétique, ça vient du nucléaire. C'est un terme de physique nucléaire. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Ça vient de là. Et c'est des savants nucléaires qui se mettent à employer ce terme pour décrire un futur lointain. Un futur qui aura lieu dans 3 ou 4 siècles quand il n'y aura plus de fossiles. En fait, au départ, la transition énergétique, c'est un argument pro-atome dans les années 50 aux États-Unis, quand les savants atomistes essayent de justifier des investissements publics considérables dans une technologie qui pourrait avoir des applications assez lointaines. Et ils disent, il faut financer le nucléaire civil. Le nucléaire, c'est pas que la bombe, c'est aussi le nucléaire civil, parce qu'à terme, il n'y aura plus de fossiles. Il n'y aura plus de pétrole. Et à terme, il n'y aura plus de charbon. Et donc, il faut absolument dépenser de l'argent pour avoir du nucléaire quand ça arrivera. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que pour eux, la transition énergétique, ça aura lieu déjà dans un horizon lointain. Ça aura lieu parce qu'il y aura l'aiguillon des coûts et de la rareté des fossiles qui fait qu'on sera obligé de trouver autre chose. Et puis, ça aura lieu surtout dans les pays riches. Le nucléaire est une technologie qu'on développera surtout dans les pays riches. Le vrai scandale scientifique et politique, c'est qu'il y a eu un transfert de futurologie. C'est-à-dire, on a transféré cette idée de transition énergétique qui pouvait faire sens face à l'épuisement des fossiles, on l'a transférée sur la question du changement climatique. Or, la question du changement climatique n'a rien à voir avec la question de l'épuisement des fossiles. C'est l'inverse. C'est qu'on a beaucoup trop de fossiles. Et donc là, la transition, il faut la faire maintenant en 3 ou 4 décennies, à l'échelle mondiale, alors que des fossiles, il y en a encore beaucoup et que ça coûte pas cher. Donc en fait, c'était des problèmes qui n'avaient rien à voir et on a transféré un modèle vers qui avait été fait pour un problème sur un autre problème qui n'avait rien à voir. Et alors, vous considérez un certain nombre de questions d'ordre terminologique dans votre livre, Jean-Baptiste Fressoz, et notamment vous considérez que le climat a été perçu comme une ressource. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Alors ça, c'est effectivement un point important de ce transfert de modèle. En gros, dans les années 70, tout le monde est obsédé par le choc pétrolier et par l'épuisement des ressources.
fossiles, pétrole puis charbon. Et donc il y a des réflexions d'économistes sur cette question-là, et ils font des modèles économiques qui disent voilà, il faudrait optimiser notre extraction de pétrole et de charbon en attendant le nucléaire d'ici l'an 2000. Voilà. Donc ça, c'est un économiste important qui s'appelle William Nordhaus, qui dit en 1973, surtout ne faisons pas d'efforts de conservation parce que d'ici l'an 2000, on aura le surgénérateur nucléaire, Superphénix en France, une technologie qu'on n'a jamais réussi à faire marcher. Et donc, ça sert à rien de se priver maintenant si dans l'an 2000, on a plein de nucléaire bon marché et pas cher. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les mêmes experts, en particulier William Nordhaus, mais d'autres, qui en fait étaient experts de la crise énergétique et qui pensaient justement la ressource fossile comme une ressource minérale dont il faut optimiser la valeur, et ils appliquent le même raisonnement pour le climat. Et ils disent finalement le climat, c'est comme une mine qui est en train de s'épuiser, il faut optimiser la valeur du carbone qu'on a le droit d'émettre pour pas doubler le CO2 dans l'atmosphère. Donc c'est exactement les mêmes types de raisonnement économique qui passent de l'épuisement vers le changement climatique, alors que le problème n'avait rien à voir. Mais alors, justement, expliquez-moi pourquoi c'est un raisonnement ou une sorte d'analogie, puisqu'en fait, c'est cette analogie que vous critiquez, Jean-Baptiste Fressos. Pourquoi, pour vous, le climat n'est pas une ressource ? Parce que quand on réfléchit à l'épuisement des ressources, la technologie effectivement a été la solution. C'est-à-dire dans les pays riches, il y a toujours eu des problèmes de ressources, des choses qui se raréfient, et on va innover, on va utiliser d'autres ressources, on trouve des manières de substitution. Le problème, c'est que face au changement climatique, on n'est pas du tout sur un problème de manque de ressources où l'innovation va pouvoir résoudre le problème. C'est un problème qui n'a vraiment rien à voir parce que justement, on a une surabondance de ressources. L'autre problème fondamental, c'est qu'en fait, quand on pense ressources, on va penser solutions technologiques et donc diffusion de technologies. Or, la question fondamentale que nous pose la question du changement climatique, c'est que ce n'est pas... la technologie, évidemment, peut aider, mais ce qui est frappant dans l'histoire, c'est que malgré la prolifération d'innovations technologiques, la consommation de matières premières ne fait que croître. Alors, il y a une différence vraiment énorme entre l'histoire matérielle, qui est purement accumulative, toutes les matières premières ne font que croître, et l'histoire des techniques où il y a des formes de substitution. Mais alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle le solutionnisme, c'est-à-dire l'idée finalement que cette question donc du dérèglement climatique, elle pourrait être résolue à l'aide d'inventions scientifiques à venir ou déjà présentes? Est-ce que c'est le solutionnisme que vous critiquez également, Jean-Baptiste Fressos? Ça fait partie, effectivement, derrière l'idée de transition, il y a l'idée d'innovation. En fait, le problème de la transition, c'est que ça plaque sur le problème climatique un modèle de diffusion technologique. Et ça, j'ai plein de collègues qui se sont mis à étudier la question du changement climatique comme un problème de diffusion technologique. Combien de temps ça va prendre pour changer entièrement les centrales électriques, pour changer entièrement les voitures, etc. Le problème, une fois encore, c'est que le problème du changement climatique, c'est un problème de matière. En fait, il y a trop de flux de matière. Et les dynamiques matérielles, une fois encore, n'ont rien à voir avec les dynamiques technologiques. Moi, je pense que pour penser sérieusement ces questions de changement climatique et d'environnement général, il faut partir du constat historique que malgré la prolifération d'innovations, toutes les innovations, toutes les nouvelles substances, etc., les flux de matières premières ne s'interrompent jamais et ne font que croître depuis le XXe siècle, le 19e, 20e siècle. Donc, on l'a compris, et on va y revenir, Jean-Baptiste Fressos, vous critiquez une vision phasiste, l'idée donc selon laquelle il y aurait des énergies dominantes, et vous substituez à cette vision phasiste des choses une vision qu'on pourrait qualifier de systémique, c'est-à-dire que finalement, une énergie en entraîne une autre. Est-ce qu'on pourrait dire cela? Tout à fait. En fait, l'histoire de l'énergie, elle avait été racontée sous forme de transition parce que on s'intéressait surtout aux dynamiques de compétition entre énergies. En fait, les énergies, elles sont à la fois en compétition, mais elles sont aussi en symbiose. C'est-à-dire que plus vous avez besoin de charbon, plus vous extrayez de charbon, plus vous avez besoin de bois pour extraire le charbon. Je vous donne juste un chiffre qui me semble assez frappant. Les étais des mines qui sont en bois, au 19e et au 20e siècle, pour extraire le charbon, ces étais-là, en Angleterre, par exemple, ça consomme plus de bois que ce que l'Angleterre brûlait au 18e siècle. Si vous prenez, par exemple, l'idée qu'il y aurait une transition du charbon au pétrole au 20e siècle, ça n'a aucun sens. Pour une raison assez simple, c'est que le pétrole, ça sert surtout à faire avancer des voitures, et pour produire une voiture, il faut énormément de charbon. Il y a des calculs qui sont faits dans l'entre-deux-guerres. Pour chaque tonne de pétrole brûlé, il fallait 2,5 tonnes de charbon de consommation induite pour construire la voiture, pour faire toute l'infrastructure pétrolière, etc. Donc les énergies sont dans des rapports symbiotiques. Ça, c'est vraiment un point clé. Et c'est pour cette raison que, si on prend l'exemple actuel des renouvelables, les renouvelables sont très utiles pour lutter contre le changement climatique. C'est un aspect clé, c'est la seule bonne nouvelle qu'il y a sur ce terrain, à vrai dire, du changement climatique, c'est le fait que le solaire coûte de moins en moins cher. C'est la seule bonne nouvelle depuis les années 2000. Mais cette énergie électrique relativement décarbonée, si on s'en sert pour faire avancer des voitures électriques qui, elles, reposent fondamentalement sur le carbone. Une voiture électrique, c'est du charbon parce que c'est de l'acier, parce que c'est du verre, parce que c'est plein d'énergie pour la produire. Évidemment, on a des dynamiques d'entraînement qui restent extrêmement importantes.
Mais alors, justement parce que vous attribuez cela, ou vous situez donc cette idée fausse, ou en tout cas critiquable pour vous de transition Jean-Baptiste Fressoz, à un milieu qui est finalement un milieu favorable au nucléaire, par conviction ou par intérêt d'ailleurs, c'est à discuter aussi, mais le nucléaire en tant que tel, je sais qu'on ne dit pas que c'est une énergie fossile, mais en tout cas c'est une énergie qui, elle aussi, est une ressource limitée. Donc d'où vient cette illusion, ou d'où vient, là encore, cette idée fausse, ce mythe de la transition dans cette énergie-là? Alors, ça vient justement du surgénérateur nucléaire. Je crois qu'on a oublié l'énorme influence idéologique qu'a eu cette technologie du surgénérateur nucléaire. Et les savants qui défendent l'idée de transition énergétique, qui sont des anciens du projet Manhattan pour la plupart, ils sont fascinés par le surgénérateur nucléaire qui a des rendements absolument extraordinaires et qui permet d'ouvrir un futur énergétique sans fin. C'est eux aussi qui pensent, par exemple, l'idée de pic pétrolier. C'est parce qu'on compare. Il faut rappeler le pic pétrolier, l'idée que on va avoir un maximum de production et puis une chute assez rapide ensuite de la production de pétrole dans les décennies qui viennent. Et alors là, en tant qu'historien, qu'est-ce que vous constatez, Jean-Baptiste Fressoz ? Je constate que cette idée-là, elle émerge du milieu aussi pro-atomique américain, et elle émerge parce qu'on compare la faible quantité totale qu'il y a dans les fossiles, charbon et pétrole, à l'immense plateau énergétique que permet d'atteindre le surgénérateur nucléaire. Donc en fait, c'est vraiment le surgénérateur nucléaire dans les années 70, c'est énormément d'investissements publics. La recherche en vain, selon vous ? Oui, ça n'a pas marché. C'est-à-dire, il s'avère qu'il n'y en a pas un seul qui marche, quoi. Jean-Baptiste Fressoz, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie aux éditions du Seuil. Vous allez nous expliquer justement pourquoi cette histoire qu'on a tous appris à l'école avec ses différentes phases, la révolution industrielle et le charbon, le fait d'oublier le bois, tout cela, en fait, mérite d'être très largement revisité. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Oui, nous sommes avec vous, Jean-Baptiste Fressoz. Vous êtes historien des sciences. Vous publiez Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie aux éditions du Seuil. Vous nous avez expliqué dans une première partie dans quelle mesure, pour vous, le mot transition est tout à fait trompeur, puisque finalement, si je vous suis bien, les énergies ne se succèdent pas. Elles sont en prise dans un système de manière symbiotique, comme vous nous l'avez expliqué, et le fait que l'on consomme beaucoup de bois ne signifie pas que l'on consomme peu de charbon. On va y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Mais auparavant, j'aimerais votre regard sur Jacques Delors qu'on vient d'évoquer. Alors en fait, c'est une anecdote historique mais qui est assez intéressante. C'est Jacques Delors poussait l'écotaxe, c'est-à-dire une taxe sur le carbone quand il était président de la Commission européenne en 90. Et ce que mon collègue Christophe Deuil a montré, c'est que c'est Dominique Strauss-Kahn qui a sabordé, quand il était à Bercy, ce projet d'écotaxe européenne. Mais le point qui me semble important, ce sont des archives que j'ai trouvées en Angleterre. C'est à quel point en fait l'Angleterre, Thatcher qui était contre aussi cette écotaxe, elle est contre parce qu'il y a un sentiment très fort de fatalité en fait du changement climatique. Dans les années 80-90, les gouvernements se disent au fond on peut pas faire grand chose. En 89, si je me souviens bien, Margaret Thatcher organise un séminaire gouvernemental et elle dit qu'est-ce qu'on peut faire face au changement climatique, et chacun des ministres arrive en disant non mais laissez tomber, c'est un combat perdu d'avance. Le ministre des Transports dit on pourrait augmenter les transports en commun, mais c'est pas dit qu'il y ait du report modal. Le seul truc qu'on pourrait faire, c'est augmenter drastiquement les taxes sur les carburants, mais c'est pas super populaire. Le ministre de l'Agriculture dit on pourrait faire des choses, mais ça plomberait notre compétitivité. Et en fait, je crois que vraiment ce sentiment que c'est une chose énorme qui nous arrive, qui est à l'échelle globale, qui dépend aussi de la croissance des pays pauvres, explique une partie de l'inaction. Un point aussi qui me semble important, aux États-Unis, dès 1976, il y a des rapports sur l'adaptation au changement climatique. On pense que l'adaptation, c'est comme on n'a pas réussi à faire la transition, on va faire l'adaptation. Mais non, en fait, dès 76, il y a des experts pas des experts, le gouvernement américain ou un think tank très proche du gouvernement américain explique que l'enjeu clé, en fait, c'est l'adaptation. Et il y a une très forte confiance des pays riches, des États-Unis, de l'Angleterre, sur le fait qu'on pourra s'adapter à un monde à plus 2, plus 3 degrés. Et c'est d'un cynisme très important parce que on est dans les années, on est fin des années 70, début des années 80, il y a eu des catastrophes sans nom au Bangladesh, en Birmanie, des catastrophes climatiques, des cyclones, etc. Donc je crois qu'en fait est-ce qu'elles étaient attribuées à l'époque
au réchauffement? Non, pas au changement nécessairement, mais on a bien conscience que ça va être plus simple pour les pays comme les États-Unis, qui sont très grands. On peut relocaliser une partie de la production agricole, on peut déplacer les populations, parce qu'il y a aussi un sentiment. L'idée, c'est que les populations sont très résilientes. Par exemple, la migration est considérée comme une bonne forme d'adaptation dans ces rapports des années 70-80. Face au changement climatique, oui, il va falloir déménager des parties entières de la planète. Quand je dis qu'il y a une forme de cynisme, c'est aussi à ça que je fais référence. Donc voilà, cet épisode du refus de la taxe carbone montre bien que la chose clé, à mon avis, c'était pas tant le climato-scepticisme, qui a fait les choux gras de la presse et beaucoup de travaux académiques, en vérité, avec quelques compagnies pétrolières qui nous auraient induit en erreur. En fait, c'est pas si important que ça, hein. L'élite américaine, elle n'est pas climato-sceptique. Margaret Thatcher n'est pas du tout climato-sceptique. C'est plutôt un double sentiment. Un sentiment que, on va parler de transition, pour un peu se faire plaisir, mais au fond, la chose clé, c'est l'adaptation, et les pays riches sauront s'adapter. L'autre thème qui est souvent évoqué et utilisé par rapport à cette transition, ce sont les COP. Il y a eu une COP récemment. Qu'est-ce que vous pensez justement des commentaires qui sont généralement faits à l'issue de ces COP, la manière dont on salue ou pas d'ailleurs les résultats obtenus à ces réunions? Je trouve ça dommage que ce soit les COP qui soient un peu le rituel médiatique quand on doit parler de climat, parce que c'est sans doute une des choses les moins intéressantes et importantes qui se passent. Là, la dernière COP, d'ailleurs c'est intéressant, ils reprennent le mot transition. Il faut transition away, donc ça veut rien dire du tout en anglais, mais en français c'est impossible à traduire. Transiter en dehors des énergies fossiles, mais avec des énergies fossiles propres. On va stocker le carbone à la sortie des cheminées, on va faire du gaz parce que c'est moins crade que le charbon, etc. Donc non, vraiment les COP et tous les commentaires qui y a autour des COP posent un certain nombre de problèmes, d'autant plus que maintenant il y a une sorte de consigne à être optimiste à la sortie des COP. C'est-à-dire à partir de 2015, il y a un livre très très intéressant d'un collègue qui s'appelle Eduardo Morena là-dessus, à quel point après l'échec de Copenhague, il y a des cabinets de conseil qui expliquent aux climatologues maintenant il faut arrêter de dire que tout va mal. La communication négative, ça fait pas avancer les gens. Maintenant, il faut être positif, il faut être constructif, etc. Et c'est par exemple l'accord de Paris qui était pas contraignant, qui était un peu vide en fait. Il y a eu tout un battage médiatique, etc. sur à quel point c'était un accord historique, alors qu'en fait les pays ne s'engageaient à rien. Laurence Toubiana, qui était une des architectes de l'accord de Paris, le disait. En fait, cet accord, c'est performatif. Donc c'est en gros le fait de dire, c'est faire. Mais non, dire, ce n'est pas faire sur ces questions de changement climatique. La question du changement climatique, c'est des questions d'abord d'infrastructure matérielle, de niveau de production. La chose clé, c'est combien on produit de biens matériels. C'est ça qui détermine le réchauffement climatique. Donc voilà, je crois qu'il y a eu vraiment un peu une sorte d'enthousiasme face à ces grandes messes climatiques, alors que en fait, c'est au niveau national qu'on décide de choses sur ces questions. Et si l'on y revient, donc l'une des idées fortes et je dois dire pour moi, nouvelle de votre livre, Jean-Baptiste Fressoz, consiste à expliquer dans quelle mesure les énergies ne se sont pas succédées, mais ont cru en quelque sorte de conserve. Par exemple, si on reprend la question du charbon et du bois, sur lesquels se sont assis la révolution industrielle, dans quelle mesure ces différentes matières premières ont été utilisées de conserve? Expliquez-nous. Alors, c'est vrai que l'historiographie, c'est-à-dire la manière dont on raconte l'histoire et telle qu'on l'enseigne, mais c'est pas, au collège, au lycée, mais aussi à l'université. C'est aussi dans les manuels universitaires actuels. En gros, les historiens s'intéressent au nouveau à chaque époque. Donc au XVIIIe siècle, on va vous parler de bois hydraulique. 19e siècle, le nouveau, c'est la machine à vapeur et le charbon. 20e siècle, c'est le moteur à explosion et le pétrole. Le problème, c'est qu'en fait, et puis aussi, on étudie les énergies séparément. Il y a des historiens du bois, des historiens du charbon, des historiens du pétrole. En fait, on ne comprend pas grand-chose aux énergies si on n'étudie pas les intrications entre les énergies. Et donc, ce que je montre, par exemple, c'est que l'augmentation de la consommation de charbon au 19e et 20e siècle fait exploser la consommation de bois. Déjà, le bois est indispensable pour extraire le charbon. Les étais de mine, c'est des masses considérables de bois, ce qui permet de voir des choses qu'on ne voyait pas auparavant. Par exemple, la forêt des Landes. Un peu marginal géographiquement, en fait, c'est au centre de la croissance européenne parce que la moitié des étais des mines anglais viennent de la forêt des Landes. Et le charbon anglais, ça approvisionne toute l'Europe. Donc ça permet de faire des relations entre des espaces qu'on voyait pas ensemble. Par exemple, oui, vous racontez, ça m'a frappé, par exemple, qu'il y avait des accords pour l'exportation du bois. Tout à fait. Alors il y avait des accords de troc entre charbon et étais dans les années 30 qui sont signés entre la France et l'Angleterre, parce que l'Angleterre est très vulnérable en fait. Elle a peur pendant les guerres d'être coupée de cet approvisionnement de bois d'œuvre qui est vital pour toute son économie. Même chose, il y a des grandes synergies entre la Russie centrale et le Donbass. Donc ça a des conséquences historiques contemporaines. Et c'est très étonnant parce que on se rend compte finalement que la relation qu'on peut avoir aujourd'hui avec le pétrole existait naguère vis-à-vis du bois. C'est-à-dire que le bois reste une énergie
clé, cruciale, stratégique au XXe siècle. Donc je vous disais, il y a des relations entre Russie centrale et Donbass. Donc le Donbass, c'est des grandes mines de charbon, elles ont besoin d'être étayées. En 53, il y a un canal qui est creusé entre la Volga et le Don, ça permet d'amener des énormes quantités de bois qui viennent de Russie centrale dans les mines du Donbass. Et ça, par exemple, c'est très bien perçu par la CIA qui dit un des gros problèmes de la Russie, c'est qu'ils n'ont pas assez de bois pour étayer leurs mines. En 63. Un rapport de la CIA qui dit voilà le sujet, ils n'ont pas assez investi dans l'économie forestière, ils ont trop investi dans la conquête de l'espace, les missiles nucléaires, etc. Mais résultat, ils ont pas assez de charbon pour faire tourner leur économie convenablement. Donc le bois, oui, c'est clé, mais même de nos jours, le bois, c'est la construction. La construction, c'est le premier secteur économique dans tous les pays. C'est là où on accumule le plus de capital. Et puis, c'est aussi l'emballage. Sans bois, il n'y a pas d'emballage, en fait, en papier, en carton, etc. C'est vital, il n'y a pas de palette. En fait, il n'y a pas de globalisation. Il y a pas... Voilà, donc vraiment, cette idée... Et le bois chauffage aujourd'hui? Alors ça, c'est un point important et qui m'a assez surpris, c'est à quel point, en fait, le bois, en termes purement quantitatifs et énergétiques, ça pèse encore très lourd. C'est 2 fois plus que le nucléaire. On n'arrête pas de parler du nucléaire, mais le bois, énergie, de nos jours, c'est 2 fois le nucléaire. Il y a 2,3 milliards de personnes sur la planète, plutôt des gens pauvres, qui dépendent du bois pour se chauffer et pour cuisiner. Une des très grandes transformations du monde énergétique récente, c'est l'explosion du charbon de bois dans les pays pauvres, en particulier en Afrique subsaharienne. C'est la première fois dans l'histoire qu'on a des mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants qui utilisent du charbon de bois pour se chauffer et pour cuisiner. Un exemple, Kinshasa, de nos jours, consomme 20 fois plus de bois que Paris en 1860. 20 fois plus de charbon de bois, pardon, que Paris en 1860. Pourquoi utiliser le charbon de bois? En quoi c'est une solution pour ces pays ou pour ces lieux? Alors, parce que c'est une ressource nationale, parce que le charbon de bois, ça permet de transporter plus facilement le bois. En gros, le bois, ça se transporte très mal. Donc, quand on fait du charbon de bois, ça se transporte en sac et en camion. Donc là, il y a aussi une synergie. Si Kinshasa peut consommer autant de charbon de bois, c'est parce qu'il y a des camions qui amènent ce charbon de bois des forêts, du bassin du Congo jusqu'à Kinshasa. Donc vraiment, une fois encore, grâce au pétrole, on a accès à beaucoup plus de bois, y compris du bois énergie. Mais l'explosion du bois énergie, ça vaut aussi pour les pays riches. Ça m'a encore plus surpris. L'industrie papetière. Énorme secteur industriel, 4e consommateur industriel de bois. Ils se mettent à utiliser leurs résidus de production, donc du bois, pour énergiser leur propre activité. Les liqueurs noires, qui étaient un des résidus de la production du papier, rien que les liqueurs noires, de nos jours, c'est plus que le solaire en Europe, par exemple. C'est autant que l'éolien, ou presque autant que l'éolien aux États-Unis. Donc vraiment des choses dont on parle à peine. Les liqueurs noires de l'industrie papetière, franchement, tout le monde s'en fiche. En fait, c'est d'énormes quantités d'énergie. Donc ça montre bien cette nature vraiment complexe, imbriquée, symbiotique des énergies. Alors donc, on a compris pour le bois, le charbon, lorsque le pétrole devient une donnée essentielle pour fonctionner, pour faire fonctionner les économies, est-ce que ça bouleverse cet équilibre-là, Jean-Baptiste Fressoz? Le pétrole accélère tout. C'est-à-dire, en fait, le pétrole, ça permet d'avoir beaucoup plus de charbon facilement parce qu'on peut faire des mines à ciel ouvert. Le pétrole, ça permet d'avoir plus de toutes les matières premières, plus de bois parce qu'on a des tronçonneuses, parce qu'on a des camions grumiers. Ça permet d'avoir beaucoup plus de matières agricoles grâce aux engrais, grâce aux tracteurs. Donc, le pétrole accélère tout, mais une fois encore, ça s'inscrit dans un... Enfin, moi, j'aime pas du tout cette idée que le pétrole change absolument tout, etc. Non, le pétrole accélère un progrès tout azimut de toutes les énergies, quoi. Voilà. Et l'électricité? Alors, l'électricité, c'est juste un vecteur énergétique. L'électricité a renforcé la centralité du charbon. Ça, c'est un point qui me frappe. Quand on dit, voilà, des collègues historiens disent au XXe siècle, dans les pays riches, le charbon, c'est une persistance de l'ancien. Non. À cause de l'électrification, le charbon acquiert une centralité énorme dans les économies riches des années 50, 60. C'est à ce moment-là que le charbon est à la limite économiquement le plus important, quand l'essentiel de l'électricité repose sur la production charbonnière. Le point important, c'est qu'en fait, les choses anciennes se modernisent. Le charbon qui paraît ancien se modernise prodigieusement au XXe siècle. Il y a des machines qui ont des rendements extraordinaires, des haveuses électriques hyper puissantes qui permettent de couper le charbon et de la sortir des mines de manière très efficace. Les grandes mines à ciel ouvert, c'est des machines modernes, récentes qui extraient le charbon. La productivité dans les mines de charbon contemporaines est absolument extraordinaire. Par exemple, les salaires dans les mines de charbon en Australie sont supérieurs que dans le secteur bancaire. Donc voilà, je pense qu'il faut bien voir que ces visions d'énergie qui seraient anciennes, qui seraient périmées, qui seraient remplacées, c'est complètement à côté de la plaque. Donc ce qui veut dire, Jean-Baptiste Fressoz, que l'une des morales de votre livre, c'est que finalement, aujourd'hui, donc à l'issue de cette évolution historique que vous décrivez, eh bien, on a affaire à plus de tout en matière d'énergie. Exactement. Ouais, on n'a toujours pas passé le pic du charbon. Le bois continue de croître très fortement. Le pétrole, chaque année, on pense que là, c'est le maximum. Et puis, on sort quelques millions de barils de plus par jour. Donc, effectivement, historiquement, c'est un point absolument évident. Les énergies s'empilent les unes sur les autres. Mais ce que j'apporte dans cet ouvrage, c'est qu'en fait, c'est pas simplement un empilement, c'est une imbrication.
L'idée d'empilement, on a l'impression que vous pourrez enlever un étage sans que tout s'effondre. Mais en fait, non. Si vous enlevez un étage, c'est tout est en relation étroite avec les autres énergies. C'est extrêmement compliqué, en fait, de sortir une énergie du mix. Mais alors, pour autant, j'ai cru comprendre que pour beaucoup de personnes, une solution évidente était le nucléaire. Alors, on va revenir sur le nucléaire, mais le nucléaire, en fait, c'est pas si important que ça. À l'échelle mondiale, c'est 5%, c'est quelques pourcents, moins de 5% de l'énergie mondiale. Ce qui est intéressant, c'est à quel point le nucléaire, dès le début, a bien compris que le changement climatique était un extraordinaire argument pour obtenir des financements. Et ça, là, pour le coup, il faut reconnaître l'importance des savants atomistes américains des années 1950, qui sont les premiers à étudier de manière très nouvelle le changement climatique. D'une part, parce qu'ils ont des outils nouveaux. Je ne vais pas rentrer en détail, mais ça s'appelle un spectromètre de masse, ça permet de mesurer les isotopes. Et ça change tout. Vous pouvez avoir des paléotempératures. Donc, une science nouvelle, récente, moderne sur le changement climatique. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils ont très bien compris que c'était un argument parfait, un argument, si vous voulez, de lobbying, quoi, pour le nucléaire, en disant, bah oui, ça émet pas de CO2. Le problème du nucléaire, c'est que ça coûte très cher. Et donc, c'est une technologie qui se globalise mal. Or, le problème du changement climatique, c'est un problème global. Il faut des technologies bon marché qui se globalisent pour contenir, ralentir le changement climatique, pas pour l'arrêter, pour le ralentir. Et donc c'est vrai que le nucléaire, si vous voulez, les savants atomistes des années 50 avaient découvert un problème bien plus vaste que la solution qu'ils proposaient. Mais alors justement, il paraît que maintenant on peut avoir de petits réacteurs. Ah alors ça, non, c'est juste... Enfin, faut vraiment se méfier c'est une vieille idée, en fait. On va retourner au réacteur des sous-marins nucléaires, qui était le point de départ du nucléaire. Au départ, le nucléaire, ça sert, pas civil, mais électrique, ça sert à faire avancer des réacteurs nucléaires pour la marine américaine, pour les sous-marins. Et en fait, les small modular, les petits réacteurs nucléaires, on récupère ces petits réacteurs, mais en fait, très vite, les économistes montrent à quel point c'est rentable de faire des gros réacteurs, parce qu'il y a un truc tout bête, ça s'appelle les économies d'échelle. C'est beaucoup plus simple en termes de surveillance, etc., d'avoir un seul gros réacteur que plein de petits réacteurs. Donc non, cette idée de petits réacteurs nucléaire partout, c'est vraiment, c'est contraire à tous les calculs économiques qui ont été faits depuis les années 60, quoi. Donc je doute que tout le monde se soit trompé. Mais alors, si je résume, les petits réacteurs nucléaires, pour vous, c'est un non-sens économique. Les gros réacteurs, autrement dit les EPR, je n'ai pas l'impression que... Pour l'instant, ça n'a pas été un grand succès. Et une fois encore, c'est pas quelque chose qui se globalise. Donc c'est vrai que ça peut rendre service dans certains pays riches, mais ça ne va pas résoudre le problème du changement climatique. Et même, à la limite, ça peut ralentir le développement d'autres solutions, quoi. Donc c'est assez compliqué, effectivement. Lesquelles ? Total. Par exemple... Si vous imaginez, effectivement, les renouvelables coûtent de moins en moins cher, en particulier le solaire. C'est quand même pour vous l'une des choses... C'est pas pour moi, c'est pour tous les experts qui travaillent là-dessus. La chose importante, c'est effectivement les énergies renouvelables, quoi. C'est ça l'outil essentiel, en fait. Mais je veux dire, dans votre discours qui incite peu à l'optimisme au sujet du mot de transition, c'est l'une des rares lueurs d'espoir ? C'est-à-dire, on peut faire de l'électricité relativement propre. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, une fois encore, l'électricité, au tout début des informations, on disait, oh là là, l'Espagne a fait, je sais plus, 40% d'électricité renouvelable. Mais c'est pas nouveau de faire de l'électricité propre. On a commencé par faire de l'électricité avec de l'hydraulique, que je sache. Il y a une 50aine de pays qui ont déjà largement décarboné leur mix électrique. 40% de l'électricité est déjà décarbonée dans le monde. Donc ça, franchement, l'électricité renouvelable, c'est bien, mais c'est pas ça qui va complètement changer la donne, c'est pas vrai. Et le problème, c'est que la production électrique, c'est que 40% des émissions de CO2. Donc en fait, la lueur d'espoir, c'est de réduire de 40% déjà les émissions de CO2 grâce à la décarbonation du mix électrique. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Parce que les renouvelables, de fait, il va y avoir besoin d'un backup fossile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un backup fossile ? C'est-à-dire quand il y a ni vent ni soleil, oui, il faut mettre un peu de... Alors il s'avère que c'est pas forcément des périodes très longues. Donc c'est pas tant de fossiles que ça. Mais c'est vrai que par exemple en Chine en ce moment il y a une explosion des renouvelables, en particulier du solaire, c'est absolument prodigieux, mais ils continuent de construire des centrales thermiques au charbon. Pourquoi ? Parce qu'en fait les deux ne sont pas complètement en opposition. Qu'est-ce qui se passe ? C'est dans l'ouest de la Chine, il y a des immenses champs de panneaux solaires qui sont construits, sauf que cette électricité elle est vendue dans l'est de la Chine, à plusieurs milliers de kilomètres. Donc il y a des coûts d'interconnexion énormes. Et pour rentabiliser ces coûts, ils mettent aussi des centrales thermiques pour vendre de l'électricité la nuit. En plus, il y a du charbon de surface bon marché. Donc en fait, les deux ne sont pas vraiment en opposition, quoi. On a beaucoup incriminé également la manière dont ces panneaux solaires étaient conçus, étaient fabriqués et les pollutions qui pouvaient surgir de ces fabrications. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je pense que l'enjeu, c'est pas tant les panneaux solaires et les éoliennes que ce qui se passe en aval sur ce qu'on va faire de cette électricité. Il y a des calculs qui sont faits pour remplacer tout le système électrique charbonné, fossile qu'on a. Il faudrait
donc des bateaux solaires et des éoliennes, ça consommerait 50 gigatonnes de CO2. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est rentable. C'est en gros 1 an d'émissions pour ensuite économiser des émissions pendant 30 ans. Donc ça vaudrait le coup. Le problème, c'est plutôt qu'est-ce que vous faites avec cette électricité ? Si c'est pour faire tourner des voitures électriques de 2 tonnes, qui encouragent la périurbanisation, des constructions de routes, de ponts, des maisons de plus en plus grandes qu'on va remplir de plus en plus d'objets, objectivement, on n'a pas changé complètement, on n'a pas changé grand-chose, si vous voulez, au terme du problème. Donc vraiment, la question clé, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité propre pour moi ? C'est pas tant, effectivement, oui, c'est polluant de faire des éoliennes et des panneaux solaires. Enfin, je veux dire, rien n'est propre, mais c'est pas ça le plus grave. Le plus grave, c'est quoi ? C'est finalement que l'on ne réussisse pas à conjuguer véritablement la sobriété, Jean-Baptiste Fressoz ? Le problème, c'est qu'on se gargarise de solutions technologiques et effectivement, on réfléchisse pas à qu'est-ce qui est utile, quoi. L'idée, c'est pas de tout décarboner, c'est d'arrêter ce qui est inutile. Je pense que c'est ça déjà la chose la plus importante, ou ce qui n'apporte pas un bénéfice économique. Mais alors, à quoi pensez-vous justement ? Moi, ce qui me choque le plus, c'est par exemple quand des hommes politiques et très haut placés expliquent il va y avoir un avion hydrogène en 2030 et puis en 2050 on aura décarboné l'aviation. En fait, pour moi, c'est aussi grave que le climato-scepticisme. C'est-à-dire, dans le livre, je le raconte, depuis 1976, on parle de l'avion à hydrogène. Et depuis 1976, les ingénieurs disent non, mais c'est pas une bonne idée. L'hydrogène, il faut le maintenir à moins 253 degrés à 10 km d'altitude. Et puis l'hydrogène liquide, c'est 3 fois moins dense en énergie que le kérosène. Donc il faut des énormes réservoirs. Il faut refaire toute l'aviation. Enfin, puis même, produire cet hydrogène est extrêmement intensif en électricité. Rien que pour la France, il faudrait pas loin de 10 centrales nucléaires pour produire l'hydrogène qui nous permettrait de décarboner l'aviation. Tout ça n'a pas grand sens, en fait. Ça sera jamais compétitif et ça sera même sans doute impossible. Donc vraiment, moi, ce qui me choque, c'est quand et le problème à vouloir faire des choses impossibles. Il y a du cynisme, justement. Vouloir faire des choses impossibles, on sait qu'elles sont impossibles. Mais bien sûr. L'avion à hydrogène, on sait que c'est impossible. Ou que ça sera toujours tout petit. Ça sera pour faire des avions qui iront pas loin. Ça servira pour avoir des jets privés qui vont aller de Nice à Cannes, quoi, en gros. Mais objectivement, c'est pas ça qui va décarboner l'aviation mondiale. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc moi, c'est ça qui me gêne, c'est que à se focaliser sur des choses impossibles, en fait, le net zéro, enfin pas le net zéro, le zéro carbone, qui est assez impossible, on fait pas des choses utiles. Je vous donne 2 exemples. Par exemple, sur l'aviation, on pourrait imaginer des avions qui vont moins vite. Déjà, ça permettrait de réduire les émissions de CO2. Mais si on rêve d'un avion hydrogène, on fait pas forcément de la recherche et développement pour faire des avions qui iraient moins vite et qui émettraient moins. Et même, par exemple, l'idée de décarboner entièrement le secteur électrique, d'être à 0 émission de CO2, évidemment, c'est un boulevard pour le nucléaire. Ça sert à ça. Dans le scénario RTE, qui avait été donc réseau de transport d'électricité, qui avait été fait il y a quelques années, il montrait qu'en fait, pour être parfaitement être à 0 CO2 pour le système électrique, le nucléaire devenait compétitif. Oui, parce qu'il fallait des quantités astronomiques d'hydrogène, d'électrolyseurs pour assurer la stabilité du réseau renouvelable. Maintenant, peut-être que vu qu'il y aura encore plein de carbone dans l'économie en 2050, objectivement à cause du ciment, à cause de l'acier, à cause de l'agriculture, peut-être qu'il faut accepter qu'il y a un peu de CO2 dans le secteur électrique lié à un backup gaz, par exemple. Donc vraiment, cette idée de zéro carbone, ça peut nous induire à des choix technologiques qui ne sont pas forcément optimaux. Mais d'un côté, si on reprend donc votre conception symbiotique des énergies, s'il s'agit donc d'un véritable système, les choses étant posées comme elles le sont, il s'agit tout simplement de tourner la page de cette organisation de la société si l'on veut véritablement décarboner la société. Oui, alors je me méfie un peu des incantations sociologiques. C'est-à-dire, autant il faut se méfier du technosolutionnisme des ingénieurs, il faut se méfier du socio-solutionnisme des sociologues ou des utopistes. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on fait concrètement, c'est on diminue l'intensité carbone de l'économie grâce au progrès technologique. Ça se fait en ce moment. Ça se fait depuis les années, depuis le 19e siècle, on diminue l'intensité carbone de l'économie, depuis la fin du 19e siècle au moins. Donc, en gros, c'est ça qu'on est capable de faire. Mais une fois qu'on a dit ça, oui, on pose nécessairement la question de la taille de l'économie. Si vous voulez parler de transition, ça évite de poser les questions de répartition. C'est pour ça qu'à la fin... De répartition économique. C'est pour ça que je dis qu'à la fin, la transition, c'est l'idéologie du capital au XXIe siècle. Parce que si vous pouvez imaginer une croissance sans carbone tout au long du XXIe siècle, qu'est-ce qu'on va s'embêter à réduire la production et à répartir les biens qu'on produit ? Vous voyez, ça empêche et ça évite de poser ce genre de questions. C'est-à-dire, c'est une manière finalement pour le capitalisme, si je vous suis, de se prolonger de manière différente avec cette contrainte écologique, mais tout en assurant en quelque sorte sa pérennité. Ça permet de repousser à plus tard, et puis dans le futur, et puis dans des solutions technologiques qui n'existent pas, des choix difficiles, effectivement. Mais alors,
aujourd'hui, donc, indépendamment donc du message de sobriété, en quelques mots de conclusion, Jean-Baptiste Fressoz, à quoi pourriez-vous, qu'est-ce que vous pourriez appeler de vos vœux? Déjà, on arrête de parler de transition énergétique. On comprend que c'est pas du tout la bonne manière de penser les dynamiques énergétiques et matérielles. On parle de niveau de production et on regarde ce qui est utile. En fait, le carbone, il y a plein de carbone utile. Par exemple, je sais pas, faire un réseau d'adduction dans un pays pauvre, c'est très utile d'utiliser du ciment, par exemple. Et ça émet du CO2. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un Xème contournement routier autour des grandes villes dans les pays riches? Ça, c'est plus discutable. Voilà. Donc, je pense que déjà, clarifier le débat en posant les questions en termes de niveau de production, d'utilité sociale du carbone, ça sera un énorme pas en avant. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Fressoz, de nous avoir accompagnés. Sans transition, c'est donc le livre que vous venez de publier, Une nouvelle histoire de l'énergie. C'est aux éditions du Seuil.